Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Merci d'être au rendez-vous hebdomadaire de l'information vraie sur votre petit écran. Je suis Constieka. Comme toutes les semaines, vous avez rendez-vous avec l'information vraie à travers cette émission Constieka en Week News. Nous commençons par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, où le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, s'est envolé pour le Nigeria, à un sommet extraordinaire organisé avec ses homologues de la CEDEAO. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a quitté Abidjan pour Abuja au Nigeria afin de prendre part à un sommet extraordinaire aux côtés de ses homologues de la CEDEAO. Reportage Ousmane Coulibaly. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, est arrivé ce vendredi 23 février 2024 à Abuja au Nigeria, en vue de prendre part le samedi 24 février 2024 au sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur la situation sécuritaire et politique dans la sous-région. Ce sommet examinera les derniers développements de l'actualité dans l'espace communautaire suite à l'annonce du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de l'institution sous-régionale. L'évolution de la situation sociopolitique au Niger sera également évoquée. Au niveau de la sécurité, les chefs d'État et de gouvernement passeront en revue les nombreux défis auxquels est confrontée la zone. Un communiqué final sanctionnera les travaux de ce sommet extraordinaire de la CEDEAO. En marge de cette session, les chefs d'État des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se retrouveront également pour un sommet extraordinaire de l'Union. Les travaux porteront sur l'analyse de la situation socio-économique dans l'Union. Le chef de l'État a regagné Abidjan le samedi 24 février 2024. Une fois sur le sol nigérian, nous parlons du Nigeria maintenant, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a pris part à ce sommet extraordinaire avec ses homologues. Le président de la République a participé aux travaux du sommet extraordinaire de la CEDEAO à Abuja au Nigeria. Il s'agit à ce sommet de la situation sécuritaire et politique dans la sous-région ouest-africaine. Un élément majeur de ce qui contribue aujourd'hui à assainir le climat sociopolitique dans la sous-région ouest-africaine. Reportage Ousmane Coulibaly. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a pris part ce samedi 24 février 2024 à Abuja au Nigeria aux travaux du sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur la situation sécuritaire et politique dans la sous-région. Dans son intervention à la cérémonie d'ouverture, le président de la République fédérale du Nigeria, son Excellence Ahmed Bola Tinubu, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, a exprimé sa préoccupation face aux multiples défis qui se posent dans la sous-région en matière de paix, de démocratie, de stabilité et de sécurité. Cependant, face à ces enjeux, il a dit garder bon espoir que par un dialogue constructif, un bon jugement, les efforts cumulés des uns et des autres, ainsi qu'un sens élevé des responsabilités, les chefs d'État et de gouvernement parviendront à trouver des solutions qui garantiront une paix et stabilité durable pour la sous-région. Et pour cela, le président de la République fédérale du Nigeria, son Excellence Ahmed Bola Tinubu, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, a exhorté ses pairs et les participants au sommet à prendre des décisions courageuses en ayant à cœur les préoccupations des populations, tout en préconisant un réexamen des mesures prises à l'encontre de la Guinée, du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Les travaux ont été marqués par une session à huis clos des chefs d'État et de gouvernement. Dans le communiqué final qui a sanctionné les travaux, les chefs d'État et de gouvernement ont appelé à la libération immédiate du président Mohamed Bazoum ainsi que de sa famille et des détenus politiques. Le sommet a en outre décidé de la lever pour des raisons humanitaires d'une partie des sanctions imposées au Niger, notamment la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Niger, la suspension de toute transaction commerciale et financière entre les États membres de la CEDEAO et ce pays, et le gel des avoirs du Niger auprès des banques
centrale de la CEDEAO. Sur le Sénégal, les chefs d'État et de gouvernement ont pris acte de la fin du mandat du président Macky Sall le 2 avril 2024 et l'ont félicité pour les réalisations remarquables en matière d'infrastructure et de développement économique qu'il a effectuées en tant que président de la République du Sénégal, ainsi que pour son leadership exemplaire en Afrique et dans le monde. En marge du sommet de la CEDEAO, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, se sont retrouvés également pour un sommet extraordinaire de l'Union. Les travaux ont porté sur l'analyse de la situation socio-économique dans l'Union. À l'issue de la session, les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA ont endossé les décisions du sommet de la CEDEAO, levant les sanctions contre le Niger. Au terme des travaux de ces deux sommets, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a regagné Abidjan dans la soirée du samedi 24 février 2024. Après le Nigeria où s'est tenu ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, nous allons au Tchad. Le Tchad qui n'est autre que le pays présidé par le chef de la transition, son Excellence le général Mahamat Idriss Déby Itno, qui a reçu une délégation du Parlement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. À cette occasion, le chef de l'État du Tchad a abordé des sujets sur la gouvernance, la démocratie et surtout les objectifs participatifs des citoyens dans ce qui fait le quotidien de la vie dans la sous-région CEMAC. Le président de transition, président de la République du Tchad, chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu en audience une délégation du Parlement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, conduite par son président honorable Gamana Evariste. Le fonctionnement du Parlement communautaire, la situation dans la sous-région CEMAC et des questions liées à la transition au Tchad ont été au centre des échanges avec le chef de l'État lors de cette audience. Depuis le 11 mai 2023, le Parlement de la CEMAC est sous la direction de cette équipe pilotée par le parlementaire centrafricain, M. Gamana Evariste. Si ses collègues tchadiens à l'entame de leur mission se sont présentés au chef d'État, pour lui, c'est la première fois. L'audience lui a permis de présenter ses civilités au président de la République, au général Mahamat Idriss Déby Itno, et de discuter des enjeux majeurs concernant l'évolution et le fonctionnement du Parlement régional, ainsi que les défis auxquels la sous-région CEMAC est confrontée. Le dialogue, qualifié de constructif, mené à la faveur de cette audience par le chef de l'État et les représentants législatifs de la CEMAC, a également pris en compte les défis comprenant notamment des questions liées à la gouvernance, à la démocratie, à la représentativité des citoyens, ainsi qu'à l'efficacité des mécanismes de contrôle et de supervision des politiques régionales. Aller de l'avant, écouter la voix du peuple, c'est à quoi peut se résumer le message porté par le président du Parlement de la CEMAC, l'honorable Gamana Evariste. Nous avons évoqué plusieurs questions liées au fonctionnement du Parlement CEMAC, qui est d'ailleurs l'émanation de la volonté de nos pères, les chefs de l'État. Et nous avons aussi discuté des questions liées au déroulement de la situation dans la sous-région et nous l'avons félicité pour son leadership. Nous l'avons aussi félicité pour la réussite du référendum constitutionnel au Tchad et nous l'encourageons à pouvoir aller de l'avant, à écouter la voix du peuple. La réaction du président a été très positive puisqu'il a bien pris bonne note de toutes les questions que nous avons évoquées ensemble et comme il l'a dit au cours de l'audience, nous pouvons compter aussi sur le soutien du Tchad, sous son soutien, à pouvoir accompagner le Parlement puisque c'est la volonté des chefs d'État qui a fait que ce Parlement a vu le jour. Nous avons présenté aussi quelques difficultés que les institutions, entre autres le Parlement, rencontrent en ce moment. Et il nous a rassurés de son soutien. Il nous a donné aussi ses orientations, quelques conseils qui nous serviront à pouvoir fonctionner au niveau du Parlement. L'examen de la situation dans la sous-région a aussi permis de mettre en relief le rôle du Parlement communautaire en tant qu'institution démocratique, représentant les intérêts des citoyens de la sous-région. Les parlementaires dont la session 2024 se referme à la fin de ce mois sont sortis ragaillardis par les encouragements et le soutien réaffirmé du chef de l'État, les exhortant à jouer pleinement leur rôle qui est crucial dans la promotion de la démocratie, de l'état de droit et de la bonne gouvernance au sein de la communauté économique régionale. Après le Tchad, ce très beau pays
d'Afrique centrale où la paix y règne, la démocratie aussi, nous allons revenir en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire va énormément rythmer cette émission constituée École Week News. En Côte d'Ivoire, nous parlons de la cérémonie de rentrée solennelle des élèves de la 60e promotion, présidée par Madame la ministre Anne-Désirée Ouloto, ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration de la République de Côte d'Ivoire. Il a couvert pour nous cette cérémonie Ousmane Koulibaly, qui était en compagnie de Lévite Vonant. Reportage. Ce 26 février 2024, l'École nationale d'administration s'est parée à ses plus belles parures, fête de la solennité et de faste, à l'occasion de la rentrée solennelle des élèves de la 60e promotion. La cérémonie est présidée par le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Madame Anne-Désirée Ouloto. Cette cérémonie a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement, des élus, des hauts cadres de l'administration publique, du secteur privé, des hauts gradés de la gendarmerie nationale, des douanes et des affaires maritimes et portuaires. La cérémonie est marquée par le défilé des 3 cycles de la promotion entrante et la passation des traditions entre les doyens d'âge 59e et 60e promotion. Ce sont au total 870 élèves, dont 211 issus des concours professionnels, 643 des concours directs et 16 auditeurs des tests de recrutement avec respectivement 11 fonctionnaires et agents de l'État provenant des corps militaires et paramilitaires et de la sécurité nationale, et également 5 originaires de la République centrafricaine qui vont entamer leur formation à l'ENA. Très heureuse d'intégrer ce temple du savoir et je tiens aussi à saluer le leadership transformationnel de Madame la ministre d'État, de toujours vouloir nous inculquer ces valeurs que sont la rigueur, la discipline et la cohésion. L'ENA est une école de prestige. Nous nous sentons incroyablement chanceux de faire partie de cette 60e promotion et nous nous engageons à apprendre avec abnégation afin de devenir les fonctionnaires nouveaux que l'administration ivoirienne attend de nous. Les 3 premiers des différents cycles ont reçu chacun des mains du ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, un ordinateur portable. Ils ont également reçu des moyennes allant de 12,40 à 15,50. Saisissant cette occasion, M. Narcisse Sepi Yesso, directeur général de l'ENA, a dans son allocution exposé les importantes réformes engagées pour positionner l'ENA au cœur de la transformation de l'action publique. Ces résultats importants résultent d'initiatives et de réformes engagées depuis 2021 et renforcées en 2023 au nombre de celles-ci. Retenons les félicitations accordées pour faire acte de candidature. Il s'agissait juste pour les candidats de téléverser en ligne en une seule fois leur dossier de candidature avec la possibilité d'une inscription multiple. Il y a également à retenir la déconcentration de l'étape de présélection qui a permis en 2023 d'ouvrir des centres de composition dans les villes d'Abidjan, de Daloa et de Yamoussoukro. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Madame Anne-Désirée Ouloto, a salué l'important travail abattu par le comité de direction de l'ENA avant d'inviter les nouveaux élèves à prendre conscience des importantes missions qui les attendent. Je vous engage dès à présent à une prise de conscience de ce qui vous attend et de ce qui est attendu de vous. Le travail, la discipline et le respect des règles établies. Vous devez avoir en permanence à l'esprit que vous serez forgé dans la perspective de l'avènement du fonctionnaire nouveau, bien formé, compétent, efficace et dont le comportement et les pratiques vertueuses sont assis sur les valeurs éthiques et républicaines. La 60e promotion se caractérise ainsi par sa jeunesse, soit 84,75% des élèves ont moins de 35 ans. Du point de vue du genre, les femmes représentent 45% des candidats admis. Il n'y a rien d'aussi beau que de regarder, d'admirer comme ça cette 60e promotion de l'ENA et de dire que l'héritage qu'un père, qu'une mère, qu'un parent peut léguer à ses enfants n'est autre que l'instruction. C'est le lieu ici de remercier notre partenaire officiel, l'Université internationale de Libreville. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville,
de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Voilà le lieu qu'il faut désormais choisir pour envoyer des enfants faire des études et être tout de suite apte à répondre aux exigences du marché du travail. Nous allons au Mali. Le Mali, précisément Bamako, ce pays qui a décidé un tant soit peu de rejoindre une confrérie appelée AES, mais on espère qu'avec les différentes rencontres des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, tout cela rentrera dans l'ordre et que la CEDEAO redeviendra cette grande famille politique pour le bonheur et surtout le calme des populations ouest-africaines. Au Mali se sont déroulés les travaux des ateliers de validation des termes de validation du dialogue intermalien le 26 février dernier. Nous allons tout de suite à Bamako. Reportage. L'atelier national de validation des termes de référence du dialogue intermalien a été lancé ce 26 février au Centre international de conférence de Bamako. Les délégués venus des 19 régions du district de Bamako et de la diaspora analyseront le document proposé par le comité de pilotage afin de valider un document unanime qui permettra aux Maliens de se parler en toute franchise. Pour ce fait, 5 commissions ont été mises en place avec pour mission de valider ces termes de référence. La première commission travaille sur la thématique paix et réconciliation nationale et cohésion sociale. Nous devons préparer les meilleures conditions de réussite du dialogue. Nous ne faisons pas le dialogue actuellement et c'est un contenant que nous préparons. Le contenu, c'est le dialogue et ce dialogue sera fait à l'intérieur du pays. Une fois que nous avons fini cette préparation des conditions d'organisation et de réussite du dialogue, tous les documents, les notes techniques, les notes introductives, le plan de communication, tous ces documents devront être traduits en langue nationale, langue officielle pour être précis. La deuxième commission est d'une importance capitale. Elle travaille sur les questions politiques et institutionnelles. C'est une commission d'importance capitale et dans laquelle commission nous sommes en train donc de susciter le dysfonctionnement et de soulever les questionnements liés à l'état actuel de notre pays. La troisième commission travaille autour de la thématique économie et développement durable. Nous pensons que les questions économiques sont au cœur alors de la situation que traverse actuellement notre pays. Et c'est pour cette raison que nous sommes en train de travailler dans le cadre du comité de pilotage du dialogue intermalien pour permettre à ce que, à travers les questions que nous serons amenés à poser, les populations puissent appréhender ces questions-là, n'est-ce pas, dans leur terroir, à travers les activités économiques qu'ils mènent, les difficultés auxquelles ils sont confrontés. En ce qui concerne les aspects sécuritaires et de défense du territoire, la quatrième commission a la lourde charge de traiter cette thématique. Ils nous ont demandé de préparer le dialogue à l'intérieur et à l'extérieur du pays, préparer le dialogue, donc déterminer des éléments qu'on va soumettre pour le dialogue. Et donc à ce niveau, nous avons préparé beaucoup de thématiques qui sont très importantes à notre avis et qu'il faille soumettre immédiatement et rapidement les gens qui doivent pouvoir mener le dialogue à l'intérieur des communes, à l'intérieur des régions, à l'intérieur et à l'extérieur du Mali. Quant à la cinquième commission, elle planche sur la thématique géopolitique et environnement international. Concernant la géopolitique internationale et l'environnement international est un sujet extrêmement dense et
pratiquement un sujet inédit dans nos débats. Donc cela constitue une espèce de plat de résistance de nos travaux et nous avons été obligés de faire un grand tour d'horizon, de revisiter l'économie du Mali, les ressources maliennes, toutes les données de la géographie du Mali et en rapport avec la politique de l'État. Les travaux des 5 commissions se déroulent dans la sérénité et l'assiduité. Au terme des travaux, les résultats seront soumis au comité de pilotage du dialogue intermalien. Après Bamako, tout en souhaitant tout simplement un apaisement complet aux 3 pays frères, c'est-à-dire le Burkina Faso, le Mali, le Niger, de retrouver la cohésion sociale auprès de la CEDEAO, nous revenons en Côte d'Ivoire où l'actualité politique bat son plein. Le président Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien, a accordé un entretien à son Excellence M. Mansour Ahmad Choudry, ambassadeur du Pakistan en Côte d'Ivoire. Cet entretien a eu lieu au palais présidentiel situé au plateau, à Abidjan, le centre des affaires, le 27 février dernier. Un entretien qui prouve à souhait les excellents rapports entre la Côte d'Ivoire, ce pays phare de l'Afrique de l'Ouest, et le reste du monde, et surtout le Pakistan. Reportage depuis le palais présidentiel, Ousmane Koulibaly. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, s'est entretenu ce mardi 27 février 2024 au palais de la présidence de la République avec l'ambassadeur du Pakistan en Côte d'Ivoire, son Excellence Mansour Ahmad Choudry. En fin de mission en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur du Pakistan en Côte d'Ivoire est venu faire ses adieux au président Alassane Ouattara et a profité de l'occasion pour évoquer avec le chef de l'État les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Pakistan. L'ambassadeur du Pakistan en Côte d'Ivoire, son Excellence Mansour Ahmad Choudry, s'est réjoui du travail accompli et des excellentes relations entre la Côte d'Ivoire et le Pakistan, mais surtout de l'hospitalité dont il a bénéficié de la part de la population ivoirienne durant son séjour en Côte d'Ivoire. J'ai été très honoré ce matin par la visite faite à son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara. Ça fait pour moi aujourd'hui 2 ans de service. Je suis à la fin de mon mandat, je m'en vais, mais très satisfait. Satisfait des œuvres accomplies, mais surtout satisfait de l'hospitalité dont j'ai bénéficié de la part de la population ivoirienne. En ma qualité de premier ambassadeur de la République du Pakistan en Côte d'Ivoire, il m'a été donné le privilège d'assister à l'ouverture de l'ambassade du Pakistan en Côte d'Ivoire. Et aussi, nous avons facilité le voyage de plusieurs autorités ivoiriennes à Islamabad, en l'occurrence le président de l'Assemblée nationale. Il est à noter que le ministre, directeur du cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Fidel Sarasoro, a pris part à cet entretien. Après la Côte d'Ivoire, dont l'activité politique est vraiment dense, on n'arrêtera pas de fêter, de continuer à fêter cette CAN 2023 remportée par les éléphants de Côte d'Ivoire. Nous allons en Guinée. Des événements politiques ont marqué la Guinée ces derniers temps avec la dissolution du gouvernement guinéen par le président de la transition. Enfin, un nouveau Premier ministre nommé après la dissolution de l'ex-gouvernement guinéen. Monsieur Amadou Riba est un économiste chevronné qui prend les commandes de la primature en Guinée-Conakry. Plusieurs jours après la dissolution du gouvernement, le président de transition, le général Mamadi Doumbouya, a signé un décret ce 27 février 2024 nommant l'économiste Amadou Ouriba au poste de Premier ministre, chef du gouvernement. Décret D 2024 044 PRG CNRD SGG portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement. Le président de la République, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu l'ordonnance O 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date
du 5 septembre 2021. Vu le communiqué numéro 01 du Comité national du Rassemblement pour le développement du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, décrète, article 1er, Monsieur Amadou Ouriba, économiste, est nommé Premier ministre, chef du gouvernement. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 27 février 2024. Général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya. Le nouveau locataire du palais de la Colombe est un économiste chevronné et un politicien rompu à la tâche. Voilà un vide comblé du côté de la Guinée-Conakry, ce pays voisin. Nous repartons en Côte d'Ivoire pour parler du Conseil des ministres qui s'est tenu le 28 février au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Ce Conseil des ministres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire s'est tenu au palais présidentiel le mercredi 28 février, présidé par son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien. Et comme toujours, pour vous ramener des images et de l'information vraie, il était présent avec sa caméra et son armada de précision en termes de captation d'images. Notre caméraman, expert en reportages spéciaux, Ousmane Koulibaly. Un conseil des ministres s'est tenu le mercredi 28 février 2024 de 11h à 13h au palais de la présidence de la République d'Abidjan sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État. Le déguerpissement en cours des sites à risque dans le district d'Abidjan n'a pas échappé à l'attention du Conseil des ministres de ce mercredi 28 février 2024. Le Conseil a entendu une communication du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie sur la situation des quartiers précaires. Le Conseil a entendu une communication de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, relative à la situation des quartiers précaires. Il ressort de cette communication que la ville d'Abidjan compte de nombreux quartiers précaires, dont certains, une trentaine environ, sont en situation de haut risque parce que régulièrement sujets à des éboulements et glissements de terrain ou à des inondations entraînant des pertes en vies humaines à chaque saison de pluie. Ces quartiers nécessitent donc un assainissement. En prélude à la saison pluvieuse, il y a urgence pour le gouvernement ivoirien d'assainir pour sauver les vies humaines, malgré le soutien financier obtenu auprès des partenaires au développement pour le réaménagement de certains quartiers précaires dans le district d'Abidjan. En fonction des partenaires techniques et financiers, les process sont différents. En ce qui concerne l'AFD, il y a des validations à chaque étape et nous sommes encore dans le processus et pas un centime n'a encore été décaissé. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté une ordonnance déterminant les règles de procédure relatives aux différends en matière de mesures d'exécution forcée et de saisie conservatoire, ainsi que le projet de loi de ratification y afférent. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget, ainsi que le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté un décret instituant le poste d'attaché de sécurité intérieure auprès des missions diplomatiques de la République de Côte d'Ivoire accréditées auprès des puissances étrangères. Ces postes seront occupés par des agents issus des personnels de la police nationale, avec pour mission de prémunir, en synergie avec les autres services de sécurité, le pays contre les trafics ou projets criminels conçus en dehors de nos frontières. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le Conseil a adopté une communication relative à la manifestation d'intérêt de la société Eni Limited Côte d'Ivoire sur le bloc pétrolier offshore CI 504, CI 526, CI 706 et CI 708.
Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, en liaison avec le ministère des Finances et du Budget, ainsi que le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a adopté une communication relative au soutien à une candidature ivoirienne au Comité des droits de l'homme. Le mandat de la moitié des experts qui composent le Comité des droits de l'homme, l'organe des Nations Unies chargé de surveiller la mise en œuvre des droits civils et politiques des États, expire en décembre 2024. Aussi, conformément à sa politique de promotion de cadres nationaux dans les organisations internationales, le Conseil a décidé pour les élections des nouveaux experts prévues en mai 2024 à New York d'endosser et de soutenir la candidature de Delbé Zirignon Constant, magistrat hors hiérarchie, actuellement directeur des droits de l'homme au ministère de la Justice et des droits de l'homme. Le prochain Conseil de ministres se tiendra le mercredi 13 mars 2024 à Abidjan. Après ce Conseil des ministres où vous avez sûrement remarqué une absence, deux je dirais, une absence remarquée, c'était celle du ministre Adjoumani. La raison, elle est simple. Le ministre de l'Agriculture de Côte d'Ivoire, du Développement rural et de production vivrière, M. Kobenan Kwasi Adjoumani, est à Paris. Pour plusieurs raisons. Rencontre avec le MEDEF, reçu à l'Assemblée nationale française, présence au Salon de l'Agriculture à Paris et surtout la journée ivoirienne qui s'est tenue le 29 février avec pour thème « Développement des productions vivrières et souveraines alimentaires, défis et perspectives ». Le ministre Adjoumani et une forte délégation ivoirienne est allé vendre la Côte d'Ivoire agricole. Et à ce propos, nous avons tenu quand même à vous présenter ce pari que tous les francophones adorent. Ce pari où vont pour des vacances ou pour d'autres activités la majeure partie des habitants de pays francophones d'Afrique. C'est un dicton qui dit « Paris ne s'est pas construit en un jour ». Cette ville de Paris qu'affectionnent nombreux Africains, comme je disais tantôt, surtout francophones, vous verrez comment cette ville s'est construite, afin de laisser à chacun aller à sa propre interprétation de ce qui fait les choux gras de toutes les conversations à Abidjan au sujet des déguerpissements. Paris, un dossier spécial en exclusivité dans le Constieka All Week News. Comment les transformations de Paris réalisées par Haussmann reflètent-elles le projet politique et social de Napoléon III? En 1850, Paris compte 1 million d'habitants. Elle est derrière Londres la deuxième ville la plus peuplée d'Europe. Ses rues sont sombres et étroites, les équipements sanitaires font défaut, des Parisiens sont obligés de recourir à l'eau de la Seine pour boire ou se laver. L'absence d'égouts favorise la propagation des épidémies. Le développement urbain est désordonné. Les entrepreneurs implantent leurs fabriques sans contrôle. Avec l'exode rural, les ouvriers de plus en plus nombreux s'entassent dans de petits logements insalubres. Cette situation ternit encore plus l'image de Paris, considérée depuis la Révolution comme une cité insurrectionnelle. Napoléon III veut assainir et renouveler la capitale. Impressionné par Londres, il veut un Paris moderne, éblouissant et facile à contrôler. La capitale impériale doit être à l'image de sa puissance. Son réaménagement est confié au préfet de la Seine, Georges-Eugène Haussmann. Il prend le contrôle de la ville et annexe une douzaine de communes situées entre le cœur de la cité et les fortifications extérieures. Paris, divisé en 20 arrondissements, compte 40% de superficie et 300 000 habitants en plus. Il perce de larges voies en plein cœur de la capitale afin de permettre une intervention rapide des forces de l'ordre en cas d'émeute. Il procède à la destruction de 25 000 maisons, tandis qu'il encourage la reconstruction de nombreux immeubles. Un réseau d'eau potable et d'assainissement de plusieurs centaines de kilomètres est réalisé, des squares et des parcs sont implantés, et les bois situés en périphérie sont aménagés selon le modèle londonien de la ville aérée. 5 gares conçues comme les nouveaux temples de l'Empire structurent la cité nouvelle. Elles donnent sur des avenues aux trottoirs arborés et jalonnés de bancs, de kiosques et de fontaines. Les chaussées sont pavées et bordées d'immeubles de 7 étages construits en série. L'unité architecturale de l'ensemble
composent un style nouveau typiquement haussmannien. Grâce aux artères réagencées, les omnibus traversent Paris en 20 minutes. Pour ravitailler une population grandissante, les halles sont reconstruites selon le vœu de l'empereur qui souhaite un parapluie de verre. De nombreux bâtiments sont rénovés ou réhabilités. De nouveaux lieux du pouvoir et de la culture sont édifiés comme le palais de justice et l'Opéra Garnier. Les curieux affluent du monde entier pour voir Paris transformé. Mais les Parisiens endurent les désagréments d'une restructuration colossale. Napoléon III et Haussmann veulent agir vite, sans trop se soucier du patrimoine. Certaines personnalités attachées au Paris médiéval condamnent les destructions massives en rupture avec le passé. D'autres, comme Jules Ferry, critiquent le coût excessif des transformations et dénoncent les opérations immobilières qui profitent aux proches du régime. Voici une cité de 2 millions d'âmes condamnées à la cherté éternelle et à la hausse permanente des loyers. Même si beaucoup d'ouvriers travaillent sur les chantiers, nombre d'entre eux n'ont plus les moyens d'habiter le centre de la ville. Chassés du cœur de la capitale, ils partagent un profond sentiment d'amertume. En raison de ces nombreuses critiques, Haussmann est démis de ses fonctions quelques mois avant la chute de l'Empire. Mais cela n'empêche pas les travaux de se poursuivre jusqu'à la Première Guerre mondiale. À la fin du XIXe siècle, Paris est une ville réinventée. Comme Napoléon III le souhaitait, les travaux du baron Haussmann ont fait entrer dans la capitale la lumière bienfaisante du soleil. Voilà comment s'est construit Paris, comme pour dire « on ne fait pas une omelette sans casser les œufs ». C'est l'heure de notre grand format. Notre grand format est consacré à 2 personnages africains, 2 grands hommes politiques africains, 2 chefs d'État qui sont arrivés à bout de leur mandat. Vous écouterez leurs interprétations différentes sur le pardon, sur la grâce présidentielle, et sur l'amnistie. Il s'agit du président du Bénin, c'est-à-dire Patrice Talon. Il s'agit aussi du président Macky Sall, qui est ce président que le Sénégal n'oubliera jamais. Pour plusieurs raisons. On aura l'occasion d'en parler, même après son départ du pouvoir au Sénégal. C'est l'heure de notre grand format consacré à son Excellence M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, et à son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Maintenant, la question de Rekia, Aïvor et autres présidents, elle est en prison. Elle a condamné, moi je dis, je n'ai pas pris la décision de la gracier. Vous le savez, ce n'est pas un secret pour personne. Les grâces qui ont été prononcées ne figurent pas parmi les grâces. Peut-être que c'est la gracier demain, je ne sais pas. Demain, à chaque jour, sa peine et ses entendements, engagements et consorts, mais aujourd'hui, elle n'est pas graciée. Je vous avais dit ça, M. le Président, ce n'est pas la première fois, je vous ai dit que je ne comptais pas la gracier. Je vous ai dit ça. Bon? Oui, je vous ai dit ça. Vous avez oublié? J'ai dû oublier alors. J'étais un peu distrait peut-être. Non, je vous ai dit ça. Des fois, je vous ai dit que je n'étais pas dans mes intentions. Vous êtes prêt à donner la loi d'amnistie? Moi, je ne suis pas député, c'est vous qui votez. Ils sont là, demandez-leur de voter la loi d'amnistie. On demande le soutien du président. Pour la loi d'amnistie? Je ne soutiendrai pas la loi d'amnistie. Pardon? Président, ne faites pas. Je vais vous dire, je vais vous répéter ça. Oui. Autant, oui, j'utilisais mes pouvoirs de grâce au profit des enfants, des jeunes qui ont été manipulés et qui se sont retrouvés à commettre des choses graves, des délits. Autant je vais tout faire. Parce que dans mes pouvoirs, oui, que s'ils sont condamnés, je peux les gracier.
que pour accélérer les procédures, pour qu'il ne reste pas longtemps, et je vais commencer à le faire. Je vais instruire le ministre pour que le parquet soit diligent, pour que les réquisitions du parquet soient plutôt relèvent de la clémence. Mais autant, ceux qui ont foutu leur jeunesse en l'air, ceux qui ont envoyé les enfants, ces enfants qui ont passé 1 à 2 ans en détention, ceux qui les ont envoyés faire ça, ce n'est pas des gens qui ont fait ça pour leur intérêt et n'ont pas pensé à l'avenir des enfants. Ceux-là, on ne peut pas dire qu'il faut également considérer qu'ils n'ont rien fait. C'est grave que toutes les fois qu'il y a élection, qu'un candidat, parce que les choses ne se sont pas passées à sa satisfaction, décide de mettre le pays à feu et à sang, de mettre les enfants dans les rues, de mettre les enfants à brûler des maisons, à brûler des usines, à brûler des biens privés, des stations. Et on le sait, on a la preuve. On va dire non, bon, comme c'est un acteur politique, et c'est pas grave. Non, si on fait ça comme un péché contre nos enfants, contre nos jeunesses, il ne faut pas que ça se répète. Il ne faut pas que ça se répète. Autant je considère que les enfants ne sont pas responsables, autant ceux qui sont responsables doivent répondre de ce qu'ils ont fait. C'est même pas bien de parler d'amnistie, c'est pas bien. Si jamais les acteurs politiques ne doivent rendre compte de ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. Nous ne laissons pas, pour notre pays, pour les générations à venir, un code. Il faut laisser un code pour dire que ça, là, ça se punit. Ça ne se pardonne pas. Ça ne s'amnistie pas. Moi, j'ai dit une chose, hein. Celui qui s'attaque à moi, qui veut me tuer, je peux le pardonner. Politiquement. Je peux lui pardonner, ce qui veut me tuer. Mais celui qui veut tuer mon pays, qui va organiser des émeutes, tuer des enfants, d'autres personnes, mettre des enfants dans la rue, brûler des biens sur la... Moi, je dis que la personne doit répondre de ça. Si la personne a commis une faute contre moi, personnellement, on peut régler ça. On peut régler ça. Mais contre la République, non. Bon, Président. Je suis embêté. Mais pourquoi il vient dire pardon? Pardon, président, pardon. Président, pardon. Moi, pardon. Pardon oui. D'instaurer un code dans la République pour que les choses graves ne deviennent pas l'exemple, ne servent pas d'exemple. Que la République puisse punir sévèrement ces choses-là pour que les générations à venir ne recommencent pas. Parfois, le pardon peut être une faute. Parfois, le pardon, le fait de pardonner quelque chose peut être une faute pour la communauté parce que ça instaure le pardon. Un responsable politique doit assumer ce qui est de sa responsabilité nationale, républicaine. Il faut l'assumer, il faut avoir le courage, même si on peut rentrer pleurer de ses larmes. Il dit non, la protection de l'intérêt de la communauté requiert qu'on agisse avec détermination. Dans le cadre du dialogue et de l'apaisement que j'ai souhaité, j'ai indiqué ces derniers temps à mon gouvernement la nécessité de prendre des dispositions pour faciliter la libération d'un certain nombre de détenus et aller même au-delà, puisque le pays aujourd'hui a besoin de pardon, le pays a besoin de réconciliation, le pays a besoin de traverser cette période dans la paix et la stabilité. Parce qu'au-delà de l'élection qui va passer très bientôt, nous avons besoin de voir notre pays poursuivre sa trajectoire d'émergence pour le bénéfice de nos populations. Donc on ne peut pas faire une émergence sans la paix et la stabilité. Et nous connaissons l'environnement sous-régional, nous connaissons l'environnement international, donc il faut que nous créions les conditions de la paix. C'est pourquoi nous allons prendre des dispositions pour arriver à ce pardon, y compris par toutes les voies de droit que cela devra permettre de faire. Le candidat aussi, même avant ces lois, peut bénéficier parfaitement d'une liberté provisoire pour répondre en tout cas à l'appel du dialogue. Ça montre que là, on va entrer dans la deuxième phase. Alsan, on va retrouver l'orthodoxie quand même des règles du jeu, s'il vous plaît, Alsan. Donc, on aborde la deuxième question liée au dialogue, parce que déjà, chacun d'entre vous l'a abordé. Et je donne la parole à Yaham, c'est ça qu'on avait retenu ensemble. Et après, je vous donne la parole, Alsan. Monsieur le Président, parlant de dialogue, vous avez
réaffirmer votre volonté d'y aller à nouveau. Et parlant de libération, est-ce qu'on peut penser que ceux qui seront libérés, il ne s'agira que de candidats dans les liens de la détention pour autre chose que des faits politiques, ou bien de potentiels candidats ou des candidats ou d'autres figures politiques qui sont dans les liens de la prévention à ce jour? Vous savez, j'ai toujours dit que j'appelle à un dialogue inclusif. Et je suis convaincu que si nous voulons que notre pays poursuive sa marche vers un développement harmonieux, il lui faut se réconcilier. Quels que soient par ailleurs les délits ou les crimes qui ont poussé les uns ou les autres à répondre devant la justice, à un moment donné, le pays doit pouvoir enjamber, faire preuve de pardon et de réconciliation. Et dans cette perspective-là, oui, il ne faut écarter aucune personne. Et dès lors qu'on peut arriver à l'effacement de faits, en ce moment, bien sûr, toutes les personnes impliquées ou arrêtées dans ce cadre pourront bénéficier de ces mesures de clémence et de ces mesures de pardon et de réconciliation nationale. S'il vous plaît, Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République, est-ce que vous n'êtes pas opposé ou vous n'avez pas d'objection à ce que, par exemple, une personnalité politique comme Ousmane Sonko retrouve la liberté? Je n'ai aucune objection. Je vous ai dit, je regarde le pays. Je ne regarde pas les personnes. Ma responsabilité aujourd'hui, c'est d'être chef de l'État, d'être le garant de l'unité nationale. Au-delà des diversités politiques, des positions politiques ou politiciennes, il y a ce ciment sur lequel je dois veiller, le ciment de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire national. Ça, c'est de ma responsabilité première. Si nous devons passer par une loi, et ce n'est pas la première fois au Sénégal, il y a eu plusieurs fois des lois d'amnistie, à chaque fois que des problèmes graves se sont passés, dans notre pays, il y a eu à un moment donné un moment de pardon et de réconciliation. Oui, si ça doit permettre d'éviter ce que nous vivons aujourd'hui. On nous apprend ça et là, chaque fois qu'il y a des manifestations, des morts, des jeunes qui perdent la vie. Nous devons éviter cela, préserver les vies humaines. Une seule vie préservée aujourd'hui vaut ses sacrifices. Donc il faut que chacun de nous s'élève au-delà des positions partisanes pour ne regarder que le Sénégal et son avenir, sa stabilité, sa sécurité. Oui, pour cela, je suis prêt à aller aussi loin pour que tous bénéficient de ce pardon et que le Sénégal aille vers ces élections de manière apaisée. Et que le meilleur gagne, parce que ce sera le choix souverain du peuple sénégalais. Alassane Radio. Monsieur le Président, vous avez eu des discussions directes avec Ousmane Sonko ou bien par personne interposée pour parler de dialogue. Avant de parler de dialogue, il y a certainement des médiateurs qui ont dit qu'ils étaient là pour que vous remettiez le fil du dialogue avec M. Ousmane Sonko. Vous savez, dans ma démarche de tout le temps, j'ai mis en avant la discrétion et tout ce qui peut aider à avancer. Il y a eu des personnes qui récemment sont de bonne volonté, je salue leur bonne volonté, ont voulu effectivement travailler à faire le go-between, travailler pour qu'il y ait une réconciliation. Mais ma volonté est antérieure à toutes ces démarches. Elle est antérieure à toutes ces démarches. Et déjà, lorsque je disais, après la prise de position de certains candidats qui n'étaient pas du tout d'accord sur la manière dont leurs parrainages ont été annulés, j'avais déjà indiqué qu'il nous faut aller vers l'ouverture, il nous faut aller vers l'inclusion, il nous faut aller vers la paix. Donc cet apaisement est antérieur à toutes ces démarches. Donc c'est quelque chose de constant et cela devrait permettre des prises de contact qui peuvent être directes, indirectes. Ils ne peuvent être d'ailleurs qu'indirectes parce que cela a permis en tout cas de pousser vers la direction qui est celle que je voulais imprimer, qui est celle du pardon et de la réconciliation. Mariama. Alors, Monsieur le Président, vous avez tantôt parlé d'effacement de faits. Qu'entendez-vous par effacement de faits, ces mesures de grâce ou amnistie?
Oui, vous savez, la grâce et l'amnistie sont deux choses différentes, parfois qui se ressemblent, mais qui sont très différentes. Notre Constitution consacre en son article 47 que le président de la République a le droit de faire grâce. Chaque année, je gracie près de 2000 personnes qui sortent des liens de la prison, de la prévention. Et ça, c'est le droit de grâce, mais la grâce ne peut être donnée qu'à la fin du processus judiciaire. Il faut que tout le processus judiciaire soit terminé et que la chose soit bien jugée pour que le président prenne grâce et permette à la personne condamnée de sortir de prison, etc. L'amnistie, elle est obtenue par une loi. Donc, c'est l'Assemblée nationale qui vote l'amnistie. Ce n'est pas le président de la République. Le président peut exprimer une volonté, faire un projet de loi qui va à l'Assemblée. Ce sont les députés qui votent l'amnistie. Et l'amnistie ne s'adresse pas aux personnes, même si des personnes en bénéficient. L'amnistie s'adresse aux faits et efface les faits. Pour dire, nous voulons oublier. Nous voulons oublier, c'est pénible, mais il nous faut aller de l'avant. Quand vous voyez les crimes dans la Seconde Guerre mondiale, après plus de 80 millions de morts, il a fallu à un moment donné que les acteurs décident de tourner la page, malgré ce nombre de morts important, pour se donner la main, travailler dans la collaboration, dans le partenariat, dans la coopération, pour justement construire une paix durable. C'est un peu ce que l'on veut faire ici, créer les conditions d'un apaisement, d'une réconciliation et d'élections transparentes, libres et démocratiques. Et c'est ça qui va permettre d'assurer la suite vers un Sénégal de stabilité et de paix. Donc on peut espérer une liberté provisoire pour Diomaye Faye ou encore Ousmane Sonko? Oui, tout dépend de leurs avocats. Et ça, c'est les procédures judiciaires dans lesquelles je n'interfère pas. Mais il y a des procédures entre le juge d'instruction, les avocats du détenu. Et ça, ils savent très bien comment ça se passe. Le procureur qui est sous votre tutelle? Non, oui, le procureur peut donner un avis parce que selon les chefs d'accusation, s'il ne donne pas un avis, bien sûr, pour certains chefs d'accusation, le juge d'instruction est lié. Dans ces conditions, si c'est la volonté du président de la République, le procureur pourra donner son accord. Avec joie qu'un père de famille, qu'une mère de famille, qu'un chef de famille, qu'un président de la République voit certains de ses concitoyens privés de leur liberté. Ça ne fait plaisir à personne. S'il y a certains de nos concitoyens qui ont quitté le pays pour échapper à un processus judiciaire ou qui pourrait les conduire à répondre de leurs actes et qui ont quitté le pays, ce ne peut pas être avec plaisir qu'on verrait donc certains des siens hors du pays et sans que ceux-ci ne puissent revenir comme ils voudraient. Donc c'est une préoccupation pour moi, une préoccupation légitime et qui ne fait de plaisir à personne. Mais au-delà de nos sentiments, de l'affect qui anime chacun de nous à l'égard de nos voisins, de nos enfants, de nos concitoyens, de nos voisins, le rôle qui est le nôtre, organiser la vie en communauté, ce rôle requiert de nous que nous puissions être capables également d'appliquer les règles, les règlements, les lois de la République et œuvrer à ce que la cité ne soit pas une jungle. Donc parfois avec peine au cœur, la responsabilité, la raison nous impose de pouvoir amener chacun à répondre de ses actes. C'est ainsi qu'il y a des gens qui ont détourné les ressources des deniers publics qui sont en prison parce que ils se sont attaqués légitimement et illégalement aux biens publics. Il y en a qui sont en prison parce qu'ils se sont attaqués illégalement et légitimement aux biens privés. Ceux qui ont volé leurs voisins, la loi établit que cela est interdit et que quand ça se fait, la loi est répressive en ce moment et demande à ce qu'il y ait des sanctions qui soient appliquées. C'est pareil. L'atteinte à la sécurité des individus ou des institutions est sanctionnée par la loi. Alors, est-ce que nos concitoyens qui ont une casquette politique,
quand ils commettent des délits, devrons-nous indéfiniment dire qu'à cause de cette casquette-là, ils doivent être tout le temps absous de leur faute, de leur péché, et qu'il faut toutes les fois dire amnistie, amnistie, parce que ceux-ci ont une casquette politique. Est-ce que ceux qui ont détourné les fonds publics, qui ne sont pas acteurs politiques, qui ne sont pas présidents de partis politiques, qui ne sont pas acteurs, dirigeants de partis politiques, ceux-là peuvent répondre de leurs actes et parfois être condamnés, exécuter leur peine. Mais ceux qui détournent les ressources publiques, parce qu'ils sont chefs de parti, parce qu'ils sont militants de partis politiques, parce qu'ils sont responsables politiques, ceux-là, il faut que systématiquement il y ait le pardon politique, que politiquement ils soient amnistiés et que avoir la casquette politique vous évite de répondre de vos actes. Parce que quand on parle des gens en exil, il y en a parmi eux qui ont été seulement appelés à répondre de la gestion, à répondre de ce que des fonds, par exemple, ont disparu, répondre de ce qu'on leur reproche un délit de droit commun. Ce n'est pas qu'ils ont commis une faute politique ou bien ils ont commis une faute dans le champ politique direct. Donc, Monsieur le Président, moi, je ne peux pas soutenir le fait que les acteurs politiques doivent être amnistiés systématiquement de tout délit parce qu'ils sont acteurs politiques. Si jamais on fait la promotion d'une telle chose, alors tous les Béninois deviendront des acteurs politiques, deviendront des chefs de partis politiques ou des acteurs politiques pour que toute faute soit impunie au Bénin. C'est pareil. Quelqu'un fait de la drogue. Et on dit, s'il est politicien, s'il est chef de parti ou s'il est acteur politique, il faut l'amnistier. Je ne peux pas comprendre ça. Quelqu'un pose des actes attentatoires à la vie d'autres dans le processus électoral. Là encore, je peux comprendre que dans le processus électoral. Et on dit que ce acte-là doit être impérativement amnistié. Impérativement. Quand est-ce que, au Bénin, nous allons instaurer un climat d'équité, de sorte que, qu'on soit acteur politique ou non, on répond de ces actes. Moi, je n'ai pris aucun décret pour envoyer un acteur politique ou un Béninois en exil. Donc quand on me dit il faut que nos frères et sœurs en exil rentrent, je dis je souhaitais qu'ils rentrent, effectivement. Certains vont répondre, certains vont être peut-être reconnus non coupables, d'autres coupables, et répondront de leurs actes. Mais ceux qui sont en exil, Monsieur le Président, ils ne sont pas en exil de leur propre chef, de leur propre responsabilité, à leur propre initiative. Et pour moi, cette question-là, elle n'est plus d'actualité. C'est ma position sur les condamnations judiciaires qui ont été prononcées contre des personnes qui ont commis des délits, bien qu'étant acteurs politiques. Ceux qui sont en exil, moi je n'ai envoyé personne en exil. Et je souhaite au contraire que chacun de puisse rentrer librement. Et s'ils sont convoqués devant la justice, qu'ils répondent, parce que nous sommes tous égaux devant la loi. Et c'est pour ça que, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, je voudrais que cette question-là, en ce qui me concerne, ne fasse pas l'objet de beaucoup de débats, parce que ma position est claire là-dessus. C'est terminé pour cette émission constituée Karolik News, tout en vous remerciant d'avoir pris de votre temps pour regarder ce programme d'information vraie. Et n'oubliez pas, toutes les rediffusions sur votre petit écran et 24 heures sur 24 sur les www.cnntv.ci et en replay sur www.ciwebinfo.net. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. C'est terminé pour cette émission Constieka Week News. Je suis Constieka. Au revoir.